Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc, c'est une courte vidéo en fait pour donner mon point de vue au niveau de l'analyse technique et fondamentale, bien sûr, sur le dollar, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a eu le premier discours de Jerome Powell devant la commission des finances du Sénat américain. Et pour le moins qu'on puisse dire, ce discours a été perçu par le marché comme un signal haussier de très court terme, même si encore là, je suis toujours encore assez dubitatif là-dessus, puisque on va en parler tout à l'heure de mon point de vue. Donc, c'était pour introduire donc mon propos préliminaire. Donc, pour ceux qui viennent me découvrir, je suis François Ablé, donc je suis responsable du GSTA, donc du Global Street Trader Academy, qui est une corporation éducative basée au Canada. Vous avez notre site internet pour jeter un coup d'œil qui est le www.gstacademy.com. Donc GST Academy en un mot, ou aussi notre page YouTube et notre chaîne YouTube et notre page Facebook où nous publions des contenus, des vidéos de contenu éducatif et informatif, du même type que celle que je suis en train d'enregistrer présentement. Et également, si vous avez des questions au niveau des formations et tout ça, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, s'il vous plaît. Très bien. Alors, bien sûr, dans la vidéo du lundi, donc du Weekly Market Analysis, j'avais donc mentionné que j'avais toujours un biais fondamentalement baissier sur le dollar, malgré qu'on a eu, bien sûr, ce ton, on peut dire ce ton haussier, ce ton hawkish sur le dollar, qui a été initié par le nouveau chef de la Fed qui est Jerome Powell. Alors, ce qu'il faut retenir, ce que moi je retiens principalement de cette conférence qui a eu, de cette, voilà, cette allocution concernant la politique monétaire, je retiens que en fait, Jerome Powell a constaté en fait qu'il y avait un retard. Il a mesuré le retard de la politique monétaire américaine, c'est-à-dire de la hausse des taux euh, dans, 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 dans le cycle de normalisation de la politique monétaire qui aurait dû être initié au début de 2012, lorsque Mme Yellen a pris fonction, a pris fonction, et ça n'a pas été fait. On a maintenu les indices, on a maintenu les taux d'intérêt alors que on a maintenu les taux d'intérêt bas alors que les indices progressaient. Donc, du coup, ben, ça crée un retard dans le cycle de normalisation de la politique monétaire. D'accord? Et il constate qu'il faut justement, il est urgent d'agir au plus vite pour éviter un risque de surchauffe des marchés financiers. D'accord? Parce que si on continue de maintenir les taux bas ou on continue de faire une politique monétaire accommodante ou bien ultra accommodante, bien sûr, on peut aller à ce que l'économiste et écrivain a appelé, s'appelle Robert Schiller, je crois. Il a qualifié de irrationnel, exubérance irrationnelle. Voilà. Donc, mais ces propos de exubérance irrationnelle proviennent de l'ancien patron de la Fed qui était Alan Greenspan qui avait donc évoqué ça. C'était très populaire au début des années 2000, justement avec le choc des dot-com. Alors, au niveau de l'évolution du dollar, moi personnellement, le dollar, je reste toujours baissier, même si on a une petite impulsion à court terme sur le dollar, comment je peux dire ça? Oui, une petite impulsion haussière sur le dollar. Mais n'oubliez pas que le dollar, comme on le voit à l'écran, il est dans un range, d'accord? Donc, bien vrai qu'il soit dans le range, il peut monter progressivement, aller taper le haut du range et puis revenir. Donc, ça encore, ça mettrait donc, bien sûr, ça permettrait aux indices également de poursuivre les récupérations depuis le récent mini crack, hein, où les indices ont perdu en moyenne 5%. Alors, donc, actuellement, les États-Unis, en fait, ils sont dans une situation un peu embarrassante parce que au niveau budgétaire, les Américains sont très endettés. Ils sont beaucoup trop endettés, d'accord? Y compris les entreprises, y compris les ménages. Je sais que la dette pour les Américains, c'est pas une nouvelle trouvaille, hein. Ils ont toujours été endettés parce que c'est une société de consommation, certes, mais le niveau de la dette, c'est-à-dire leur ratio de PIB dette, est absolument démentiel, hein. Actuellement, aux États-Unis, pour produire 1 dollar,
pour produire 1 dollar, pour avoir 1 dollar de production, il faut dépenser 100 dollars. C'est du jamais vu. Donc, déjà, avec un tel ratio, ils sont très endettés. Avec encore justement le programme fiscal que le président Donald Trump a fait donc beaucoup d'éloges et justement avait réussi à convaincre la plupart des investisseurs et des entrepreneurs américains en disant que si mon programme passe, c'est plus de 1,5 trillion de dollars qui vont tomber chez les États-Unis, certes, mais ce programme, il faut le financer, puisque ce sont des mesures budgétaires. Donc, il faut le financer avec les caisses de l'État américain, ce qui a occasionné plusieurs fois le shutdown, d'accord? Et ils dépensent beaucoup d'argent, les Américains. Donc, s'ils dépensent beaucoup d'argent et qu'il faut encore imprimer, bien sûr, il faut imprimer de l'argent pour compenser justement pour compenser leur budget, ils ne peuvent pas en même temps qu'ils établissent une politique accommodante, en même temps, dans le même temps, augmenter les taux d'intérêt. Vous comprenez? Parce que les entreprises ne pourront plus emprunter de l'argent. Les ménages également vont se sentir encore plus endettés qu'avant, parce qu'on parle de taux d'intérêt. Donc, le coût d'emprunt ou le coût de détenir de l'argent est très important. Donc, dans cette mesure-là, mon intuition économique ou mon intuition fondamentale sur la finance américaine me dit que le dollar est toujours sous pression. Il peut faire des impulsions au cours de certains discours ou bien au cours, par exemple, d'un énoncé sur une possible hausse des taux d'intérêt, puisque le marché en général anticipe toujours, le marché price toujours bien avant que la nouvelle tombe, le marché déjà anticipe déjà, mais cela ne veut pas dire que le dollar est reparti sur une tendance haussière. Moi, je ne crois pas. Je crois que le dollar est toujours sous pression baissière. Tant qu'on ne sort pas, comme vous le voyez à l'écran, de ce canal, de ce rectangle jaune ici, je ne crois pas à une hausse. Et d'ailleurs, la zone en mauve qui est ici, c'est une zone, la zone assurée en mauve, c'est une zone qui a été travaillée à plusieurs reprises, c'est une zone d'obstacle. Donc, même s'il passe, le canal, le rectangle en jaune, il va falloir qu'il aille encore tester se tester sur la zone ici en mauve. C'est lorsqu'il sort de cette zone en mauve que oui, là, on peut parler maintenant d'une tendance à moyen terme ou bien tendance à court terme et à moyen terme ou un momentum de moyen terme haussier sur l'indice du dollar. Mais tant qu'il n'est pas sorti par là, je le vois très bien échouer quand je zoome de près. Je le vois très bien échouer sur la ligne mauve qui est ici. D'accord? Le rebond technique qui a eu lieu sur la ligne verte, donc c'est-à-dire on a payé, puisque si je montre bien le graphe, c'est une ligne de tendance de long terme. Voilà, vous voyez la ligne de tendance ici du dollar, ça a été payé ici, donc c'est un simple rebond technique parce que de toute façon, on avait déjà fait des plus hauts et on avait déjà clôturé en termes mensuels sur le dollar. Et comme il n'y avait pas eu, je crois, cette semaine, la semaine où ça s'est passé, il n'y avait pas eu de nouvelles ou de catalyseurs macroéconomiques qui devaient donc chambouler tout. Voilà pourquoi le marché a payé de façon mécanique ce support-là. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que le dollar, en quelque sorte, le dollar, ça ne veut pas dire que le dollar est parti sur une tendance haussière. Il est dans un range. Donc, il peut aller très bien et s'effondrer où il y a la ligne rose, revenir et rester toujours confiné dans ce range. Mais fondamentalement, ce que moi je crois, ce que moi je pense, parce que bon, je n'ai pas, bien sûr, la science infuse, je n'ai pas, c'est pas moi qui fais le marché, mais ce que moi je crois sur des données, en fonction des données et des chiffres macroéconomiques que je perçois dans l'actualité, je crois que le dollar est toujours sous une pression baissière. Le dollar est toujours baissier, quel que soit ce qu'il va se passer. Il faut vraiment des chiffres macroéconomiques très forts parce qu'aujourd'hui, vous avez vu le ton du président de la Fed, Jerome Powell. Il a parlé d'une urgence à augmenter les salaires. Mais ce genre de discours, les responsables des compagnies n'aiment pas. Parce que si vous augmentez les salaires, d'accord, bah, les entreprises ne pourront pas recruter. Elles ne pourront pas embaucher. Et quand c'est comme ça, ben, on peut aller justement à une situation de récession. Si le chômage, qui est par exemple, disons, un chômage frictionnel qui se transforme en un chômage structurel, on peut aller à une récession parce que si on ne peut pas embaucher dans des périodes où il y a la production, ben, on ne pourra plus produire, tout simplement.
Donc, il y aura des licenciements et il n'y aura pas d'embauche. D'accord? Et donc, à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que est-ce qu'il est prudent ou est-ce qu'il est judicieux d'augmenter les taux d'intérêt? Je ne sais pas, je ne suis pas monétariste, mais je crois que le discours que Jérôme Powell a fait, c'était pour tester un peu le marché. C'était pour voir un peu comment le marché serait prêt à réagir au cas où on augmente les taux d'intérêt. Et de toute façon, le marché anticipe déjà, le marché price déjà les nouvelles. Il est plus probable qu'on ait une hausse de taux d'intérêt aux environs des 18 et des 21 mars, certes, mais le dollar est tellement fragile que lorsqu'on évoque une possible hausse des taux d'intérêt, ben, les indices réagissent, le dollar aussi réagit. Vous avez vu récemment avec Patrick Harker, qui est le président de la Fed de Philadelphia, qui n'est même pas un membre votant, hein, au FOMC, le fait qu'il ait évoqué une possibilité de hausse d'intérêt, ça fait décaler les cours. D'accord? Alors que c'est quelqu'un habituellement qui n'a pas d'influence sur les marchés financiers. Donc, la situation du dollar est très compliquée. Du point de vue budgétaire, les Américains sont très endettés. Je ne crois pas qu'ils seront en mesure de supporter cette hausse des taux d'intérêt. Il y a aussi le dilemme de la politique monétaire, c'est-à-dire la relation entre le taux d'inflation, hein, le taux d'intérêt, donc le taux d'inflation et le chômage, qui est en fait, qu'on parle souvent de la courbe de Phillips. Ceux qui ont fait l'économie savent de quoi je parle. Cette situation également met dans une situation inconfortable, justement, Jérôme Powell, qui voit qu'il y a une urgence d'agir. Parce qu'il y a un retard qui a été accumulé et il y a eu un laxisme sur cette politique, même si de façon globale, au niveau de l'économie américaine, elle se porte plutôt bien, mais c'est une économie plutôt qui ne tient qui ne tient qu'à de l'endettement, d'accord? Euh, je prends un exemple. Si aujourd'hui j'ai pas d'argent et je m'en vais emprunter de l'argent à la banque, 100 000 $, bah, je deviens du coup riche puisque j'ai plus 100 000 $ dans mon compte bancaire. Mais si je paye ce 100 000 $, est-ce que je serai toujours riche? Non, je ne serai pas toujours riche, d'accord? Donc la croissance américaine, certes, est matérialisée par les chiffres qu'elle publie, mais si les États-Unis doivent se mettre à payer à diminuer leur niveau de la dette, ce serait vraiment un peu particulier, d'accord? Parce que les États-Unis sont très, très, très endettés. Regardez même aujourd'hui les commandes des biens durables. Bon, vous savez qu'aux États-Unis, une de leurs principales forces de leur économie, ce sont les compagnies, les gros détaillants, les grossistes, comme les, les, les Costco, les Walmart, des choses comme ça. Bon, eux, ils n'ont pas intérêt à ce que le dollar soit haut, parce que eux, ils importent. Ils font venir des équipements ou des marchandises qu'ils essaient dans les activités ou de production industrielle. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que le dollar soit bas, puisque eux, ils font venir des choses de l'extérieur. D'accord? C'est-à-dire qu'eux, ils payent des produits pour venir. Alors, le président Trump veut maintenir le dollar très bas. En même temps, ces grandes compagnies veulent également veulent avoir un dollar très fort pour pouvoir acheter à l'extérieur. D'accord? Or, si le dollar si le dollar progresse, ça veut dire qu'il faut faire une politique monétaire restrictive, agressive. C'est-à-dire qu'il faut diminuer la quantité monétaire et augmenter les taux d'intérêt. Ça n'arrange pas ceux qui sont endettés, d'accord? Ça n'arrange pas également les Chinois, puisque les Chinois ils sont les principaux bailleurs de fonds des États-Unis. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que la dette, la taille de la dette américaine envers les Américains qui est comme ça devienne comme ça. Donc, c'est très difficile c'est-à-dire de statuer clairement sur l'évolution du dollar. Même si on a des politiques monétaires qui sont mises en place, mais c'est difficile d'avoir une vision claire sur le dollar. C'est pour ça que moi, présentement, étant donné qu'il y a déjà une pression baissière sur le dollar, s'il y a un statu quo, moi tout simplement, je considère il y aura toujours une pression baissière sur le dollar, à moins qu'on ne me montre ou à moins qu'on ait, par exemple, les NFP qui va sortir, les chiffres de l'emploi. Si on a un extraordinaire NFP et puis d'autres chiffres qui vont sortir, qui vont venir corroborer l'ensemble de notre vision, de notre analyse, je vais changer bien sûr ma vision puisque l'analyse fondamentale change, hein, au fur et à mesure que voilà, que les cycles économiques avancent ou que les jours se succèdent. Donc, c'est dans la même mesure que
si par exemple on a des excellents chiffres, on enchaîne une série d'excellents chiffres macroéconomiques, ça peut changer ma vision sur le dollar. Mais pour ce qui est de actuellement, je crois toujours que le dollar est baissier. Et tant qu'il ne sort pas techniquement de ce range ici, hein, en jaune que je vous montre ici, en données horaires, il n'aura pas de surprise. Je crois que, d'ailleurs, le fait que on puisse augmenter les taux d'intérêt, déjà, ça met une pression sur les indices. Et ça aussi, si les indices sont trop sous pression, on peut rentrer en récession. Parce que n'oubliez jamais, les indices, c'est la somme de plusieurs compagnies mis ensemble. Donc, c'est-à-dire que si on a les S&P qui corrigent de 2%, ça veut dire qu'il y a 500 entreprises qui corrigent en moyenne de 2%. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est dans les situations dans les situations comment on dit ça, de panique qu'on voit ça. 500 entreprises qui corrigent en moyenne de 2%, ce n'est pas bon. Donc, du coup, même si on ne donne pas un boost au dollar et que les indices s'effondrent parce qu'on fait de la communication au niveau de la politique monétaire en annonçant justement des hausses de taux d'intérêt et que les indices réagissent dans ce sens-là, puisque c'est inversement corrélé, vous allez voir qu'on peut rentrer dans une situation déjà de récession à moyen terme ou à long terme. Parce que déjà, on sait qu'on est déjà sur des plus hauts. On est dans une zone de surchauffe. Voilà pourquoi ils se sentent urgemment obligés de constamment annoncer des taux d'intérêt pour essayer de calmer un peu, de diminuer un peu, parce qu'on a beaucoup trop monté. On n'a pas eu de répit. Regardez les graphes des indices S&P, de Dow Jones et de Nasdaq. Ils n'ont fait que monter. Il n'y a pas eu de consolidation. C'est-à-dire il n'y a pas eu de tendance saine. Il n'y a pas eu de tendance saine. C'est-à-dire une tendance saine, c'est basé sur une impulsion, une correction, une impulsion, une correction. Mais pour les indices américains, c'est monté comme une pente linéaire, d'accord? Et donc, du coup, c'est normal qu'à un moment donné, on respire un peu. Donc, il va falloir être très prudent. Moi, je crois toujours à une tendance, à une pression baissière sur le dollar américain. Je regarde d'abord techniquement, si on sort de ce rectangle en jaune, je vais bien sûr revoir ma vision sur le dollar. Mais tant qu'on reste dans ce rectangle, je considère que le dollar est baissier parce qu'on voit qu'il est précédé d'une chute baissière ici. Certes, aujourd'hui, j'ai publié une analyse en 1 heure horaire qu'on a eu, on a eu vraisemblablement une épaule, tête-épaule inversée, donc ETI, on voit ici, je vais déplacer juste ma caméra pour vous montrer. Voilà. On voit ici une épaule ici, on voit le cou ici, on voit une autre épaule. On a cassé, c'est propre techniquement. On a un objectif théorique quelque part dans cette zone. Voilà pourquoi j'ai mis une zone ici une zone en ombre ici en gris, juste pour marquer que potentiellement ici on peut avoir un premier arrêt théorique de cette progression et de cette validation de cette figure d'épaule-tête-épaule. Et on peut même aller jusqu'à 11 700. D'ailleurs, on l'a frôlé. Si je zoome, on l'a frôlé. On peut aller même jusqu'à 11 710, qui est en fait le sommet du canal, le sommet du rectangle, pardon. On peut aussi aller jusqu'à 11 720, qui est en fait la ligne mauve qui est ici, si je me mets là. Mais tant qu'on ne valide pas, on ne casse pas avec des clôtures saines au-dessus de ce niveau, évidemment, le dollar sera toujours baissier. D'accord? Le dollar sera toujours baissier. Et moi, en ce sens-là, je ne changerai pas ma vision tant qu'on ne sort pas de ce rectangle, de ce gros rectangle en jaune que j'ai trouvé sur le dollar américain. Donc, c'était ma petite vidéo pour justement illustrer mes propos et ma vision concernant l'analyse sur le dollar américain. Parce que, bon, je fais cette vidéo parce que habituellement, je faisais des live scalping les mercredis, mais comme je suis actuellement dans les sessions de formation avec certains étudiants, je n'ai pas le temps d'enregistrer des vidéos live scalping, mais c'était pour vous montrer un peu de ne pas justement vous laisser emballer par selon moi, parce que comme je dis encore, c'est une analyse parmi tant d'autres. Je peux avoir tort, bien sûr, et le but c'est justement de se tromper, parce que comme ça au moins on comprend pourquoi on s'est trompé. C'est ça qui est le plus important. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes trompé en bourse, c'est là qu'il y a un problème. Mais quand vous comprenez pourquoi vous vous êtes trompé, c'est ce qui est bon et ça vous permet justement de progresser et d'être encore meilleur. Donc moi, jusqu'à preuve du contraire, je regarde
Tant que le dollar ne sort pas de ce rectangle jaune, je considère qu'on est toujours dans une structure baissière. On est toujours dans un biais baissier parce qu'à chaque fois, depuis qu'on est rentré dans ce canal, vous voyez ici, ça a été vendu. On a fait un rebond dans le mois je crois, dans le mois de janvier, la fin du mois de janvier, 25 janvier, on a fait un rebond. Après, on a consolidé dans un range. On a cassé le range, on a accéléré. On est arrivé à ce niveau où j'ai mis, ça a été encore revendu. Après ça, on est reparti encore une fois depuis, ça a été revendu. On est reparti ici encore dans ce niveau, ça a été encore revendu. Donc certainement, il y aura encore ce genre de mouvement, donc de zigzag, qui va se dessiner au fur et à mesure sur le dollar. Mais tant qu'il ne sort pas de ce range, je considère que le dollar, l'US dollar index est, comment je peux dire ça, est baissier tout simplement. Son biais est baissier. Il peut faire des petites impulsions, mais je considère qu'il est baissier. Merci d'avoir suivi donc cette petite intervention sur le dollar et en ce qui concerne la politique monétaire. Donc, si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser vos commentaires. Écrivez-moi, laissez vos commentaires, vos ressentis. Si vous n'êtes pas d'accord, on est là pour justement essayer de confronter nos avis. Ça nous donne une meilleure vision du marché. Sinon, ben, mettez donc les pouces pour augmenter les audiences. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube qui est le GSTA, le Global Strategy Academy, ou également la page de l'école, la page Facebook de l'école. Voilà, je vous invite cordialement à le faire s'il vous plaît. Merci encore et passez un très bon début de semaine puisqu'on est mardi. Donc une belle semaine. Allez, au revoir.